Donc je me présente juste un tout petit peu pour qu'on puisse connecter mon intervention avec ce que j'ai fait avant, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc moi je suis Vincent Marie, je suis enseignant en lycée, j'enseigne l'histoire-géographie, le cinéma dans les séries littéraires, donc en France. Voilà, je suis l'auteur d'une publication là, pour le CRDP de Poitiers qui s'appelle donc Enseigner la souffrance et la mort avec C'était la guerre des tranchées de Tardy. Et j'ai eu le privilège et l'occasion de travailler avec Jacques Tardy pour les expositions qui ont eu lieu à l'Historial de Péronne en 2009. Donc je vais vous présenter des documents qui sont un petit peu inédits, puisque j'ai eu l'occasion d'aller chez lui à plusieurs reprises, de le voir fonctionner dans son atelier de travail. Et puis, on l'a même filmé, on a 4 heures de rush. Je ne pourrais pas vous présenter d'extrait parce que je n'ai pas amené ces films-là avec moi. Et puis bon, il est très prudent, Tardy aussi, sur son image, donc il ne veut pas que ça soit diffusé. Même en intervention, il faut des autorisations spécifiques à chaque fois. Ce qui est aussi normal, donc voilà. Alors, je voulais commencer par une image un petit peu originale qui en fait reflète l'œuvre tardienne et en tout cas le fond de sa pensée sur 14-18, sur la Grande Guerre. Alors, œuvre originale ici, pourquoi? Parce que elle est en couleur déjà et Tardy utilise peu la couleur. Il l'utilise, mais... Et puis elle reflète bien son appréhension de la guerre de 14. Pourquoi? Parce que Tardy, ce qui l'intéresse, ce sont pas... Merci. Ce ne sont pas donc les hauts faits d'armes héroïques. Il ne s'intéresse pas à mettre en scène les hauts faits d'armes héroïques, c'est-à-dire ces médailles, ces casques étincelants qu'on voit au premier plan. Non, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le vécu des soldats. Donc on voit une gueule cassée au milieu de cette image, qui a été réalisé pour le galériste Desbois sur le thème des fenêtres. Et voilà, ce qui l'intéresse, c'est comment la guerre elle est vécue dans sa chair. Et on voit ce personnage qui a souffert dans sa chair. Et en même temps, elle reflète aussi quelque chose qui est très récurrent dans l'œuvre de Tardy, c'est le détournement des symboles patriotiques à des fins de dénoncer la guerre. Et on voit bien là, en haut de la fenêtre, le drapeau français qui est criblé de balles. Donc moi, je vais vous inviter là, à travers mon intervention, à franchir le pas, à aller au-delà de cette fenêtre et à voyager dans le no man's land, dans la boue, dans les tranchées, avec l'œuvre de Tardy. Donc je ne vais pas exclusivement prendre des exemples dans C'était la guerre des tranchées, qui pour moi, à mon sens, est son œuvre manifeste la plus réussie, mais je vais circuler un petit peu dans la totalité de son œuvre en proposant 3 pistes. Une première piste, ça va être de poser un petit peu les enjeux et l'intérêt d'étudier l'œuvre de Tardy dans les classes, et un petit peu au niveau de la recherche universitaire. Le deuxième axe, ça sera un axe plutôt méthodologique, comment faire, quelles sont les occurrences, les points de vue adoptés à travers l'œuvre tardienne. Et puis le troisième temps, ça sera de proposer quelques perspectives, des axes pédagogiques, des possibilités d'entrée. Et là, je prendrai exclusivement mes exemples dans C'était la guerre des tranchées de Tardy. Alors, le premier temps, et ce qui m'intéresse ici, c'est d'étudier la fabrique, dans les deux sens du terme, de l'œuvre tardienne, à la fois au sens artisanal, c'est-à-dire comment il réalise sa bande dessinée. Donc on verra qu'il a une façon de faire qui est très particulière. Et puis, la fabrique d'un imaginaire, puisqu'il s'agit d'une représentation, et le est important ici, de la Grande Guerre. Il n'a pas vécu les événements qu'il représente Tardy. Donc ça, c'est très important. Donc au regard de l'investigation historienne, moi je vous propose de retrouver les courants de pensée, à la fois familiaux, qui ont rythmé son œuvre, historiographiques, je vous parlerai un petit peu des débats, mais très rapidement, mais aussi artistiques, qui influencent son œuvre, qui vont structurer son imaginaire, de les dater, de déceler les sources d'inspiration, les emprunts, d'analyser un petit peu les ressorts du scénario, les graphismes, les mises en scène, qui vont véhiculer une mémoire, qui est celle de Tardy, de la Grande Guerre, à travers le médium bande dessinée. Alors la première chose, et je pense qu'il est le plus important quand on commence à discuter avec Tardy, et il y a vraiment une rage qui l'habite sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est très ancré dans son histoire familiale. Très ancré dans son histoire familiale, et pour cause, il met en scène, dans C'était la guerre des tranchées, il y a 3 planches
qui raconte l'histoire d'un soldat qui est parti chercher donc de la soupe pour son régiment. Il y a une fusée éclairante là dans le ciel, et ce soldat-là est pris sous le feu de l'ennemi et va tomber les mains dans le ventre d'un cadavre. On le voit hein, dans la dernière vignette. Il va rechercher une flaque d'eau pour éviter la gangrène, pour nettoyer ses mains. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de son grand-père. Il a entendu cette histoire, non pas par son grand-père, mais par sa grand-mère. Et là, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un filtre supplémentaire. Son grand-père ne racontait jamais les histoires. C'est sa grand-mère qui racontait au jeune Tardy. Si, puisque la grand-mère la connaissait. Oui, enfin voilà, mais à Tardy. Il l'a su indirectement par la grand-mère. Et lui, il avait une question, hein, il était jeune à cette époque-là, hein, donc ça l'a vraiment traumatisé. Et pour cause, on est là dans les années 90, quand il réalise C'était la guerre des tranchées. Il la met en scène, cette histoire-là, de son grand-père. Et en même temps, en discutant avec lui, et dans les interviews qu'on peut voir, dans les entretiens avec Numa Sadoul, par exemple, ou autres, il dit qu'il y avait des questions qu'il n'a jamais osé poser à son grand-père et qu'il aurait voulu lui poser. C'est est-ce qu'il avait tué des gens, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, ancrage familial très fort et du coup une représentation de la troisième génération, hein, finalement, de la Première Guerre mondiale. J'insiste là-dessus, Tardy n'a pas vécu les événements qu'il représente. L'inscription familiale ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce que le père de Tardy, qui était militaire de carrière, était aussi un passionné de tout ce qui concernait l'armement. Et il avait notamment réalisé une maquette d'un tank que vous voyez ici, qui est dans le bureau de Tardy sur son atelier, et qu'en fait Tardy se plaît à représenter généralement dans ses planches. Alors, pour la petite anecdote, moi je voulais absolument pour l'exposition de l'Historial pouvoir présenter cette maquette-là. Donc j'ai mis la forme, même déjà j'avais pas trop le droit de la toucher dans son atelier, on l'avait prise en photo. Et finalement au dernier moment il a décliné, enfin il n'a pas voulu la prêter. Il n'a pas voulu la prêter, donc il y avait une charge affective vraiment très forte, et on a dû mettre une photo à la place. Voilà. Donc histoire familiale, hein, militaire, enfin très forte, qui forcément va influencer son œuvre. Autre piste qui me semble importante dans les régimes d'historicité, hein, pour comprendre l'œuvre tardienne, donc cette histoire familiale, mais la contextualisation, c'est-à-dire comment il va réussir à inscrire historiquement sa bande dessinée dans l'univers de 14-18. Et pour ça, il va utiliser les services d'un de ses plus fidèles collaborateurs qui a travaillé avec lui sur ses derniers ouvrages, La putain de guerre, qui est Jean-Pierre Vernet, qui est collectionneur, historien, passionné de 14-18, qui va ouvrir d'ailleurs un musée à Meaux, qui a ouvert, je crois que l'inauguration a eu lieu il n'y a pas longtemps, et va naître une petite complicité entre les deux hommes. Alors pour l'anecdote, cette rencontre, elle s'est faite par courrier au départ, c'est-à-dire que la première histoire qui était parue sur la Première Guerre mondiale datait des années 70, hein, toute première histoire, et Jean-Pierre Vernet envoie une lettre à Tardy en lui disant voilà, j'ai repéré quelques erreurs là sur un uniforme, il y a les boutons là qui vont pas, etc. Donc Tardy, un petit peu agacé au départ, se dit oui, qu'est-ce que c'est que cette énergumène, voilà, moi je fais de la BD, je suis pas historien, d'ailleurs il se revendique pas comme historien, hein, Tardy. Et finalement, de fil en aiguille, ils vont lier amitié, et puis Vernet va faire office de conseiller historique sur le travail de Tardy. Et à chaque fois que Tardy a un doute sur... Mais alors ça devient une obsession, hein, après maintenant, hein, et je l'ai vécu dans son univers, dans son atelier, c'est-à-dire il va même se demander, quand il va représenter des soldats anglais en train de défiler, si le fusil, il est bien sur l'épaule droite ou sur l'épaule gauche. Et si la casquette, elle est bien de ce côté-là, etc. Alors que pour la narration, finalement, on s'en fiche quand on est lecteur de bande dessinée. Mais Tardy va avoir cette obsession du détail, vraiment très très importante. Et donc, l'avantage de Jean-Pierre Vernet, je vous disais qu'il était collectionneur, et il va fournir une documentation vraiment importante à Tardy, ce qui fait qu'il va l'utiliser, cette documentation, là je vous présente une photographie, et il va l'utiliser, voilà, pour la retranscrire dans son univers de BD. Voilà comment il travaille. Donc là, on a pu scanner différents moments de son travail, de la case vierge, enfin de la vignette vierge, à le début du crayonné. Et puis, donc, il travaillait comme ça, hein. Enfin, on le voyait vraiment au pied levé, enfin, à la main levée.
Et donc il crée cet univers-là avec, voilà, j'espère que ça va pas tomber, avec les sources qu'il a utilisées pour dessiner sa vignette. Donc une photographie jusqu'à l'appel au premier plan. Hein. Donc voilà, il faut que tous les détails soient bons. Les chars qui sont à l'arrière-plan de l'image, voilà, alors qu'on les voit à peine hein, finalement, mais il a fallu vraiment que ça soit un char qui soit de cette année-là, parce qu'il y a eu une évolution aussi dans l'armement militaire. Donc c'est vraiment très très précis. Et c'est tout à fait passionnant hein, de le voir travailler à ce niveau-là. Autre chose qui est tout à fait passionnante, c'est que Tardi dessine. Et que les bulles ou les bandeaux, il va les mettre après. C'est-à-dire que sur cette vignette-là, il va se dire, bon, voilà, alors je vais peut-être mettre ça là, ou je vais peut-être le mettre ici, mais du coup, il va y avoir une perte dans son dessin. Il le fait après coup. Il réfléchit pas vraiment, même s'il a une idée, hein, il réfléchit pas au départ, en tout cas, au positionnement de son texte. Alors, petite anecdote aussi amusante, Tardi lui-même mis en scène dans sa propre bande dessinée. C'est-à-dire que, alors, pour avoir discuté un petit peu avec lui, donc souci du détail, on le voit pas très bien, mais bon, je vous demande de me faire confiance. Sur le casque qu'il porte ici, c'est le symbole de l'artillerie, donc ça va pas. Donc il a bien changé ici, il a mis le symbole de l'infanterie, attention, hein, c'est très important. Bon, là, en l'occurrence, sur cette image, ce qui intéressait Tardi, m'a-t-il dit, c'est le positionnement, la position des mains sur la pince coupante. Il savait pas trop comment le dessiner, donc en fait c'est pour ça qu'il s'est pris en photo, pour justement après, de façon le plus crédible possible, dessiner le soldat. Voilà, autre source, donc une photographie, hein, bon, il y en a beaucoup, je vous en montre quelques-unes. Qui voilà, là c'est juste un morceau d'une vignette, hein, mais voilà, le parallèle est net, et tout à fait revendiqué par Tardi. Les personnages des gueules cassées à l'arrière-plan sont aussi issus de livres de la Première Guerre mondiale. Une photographie de l'Imperial War Museum, mise en scène pratiquement telle qu'elle, dans une des vignettes de C'était la guerre des tranchées. Alors, autre chose qui est intéressante aussi dans la fabrique hein, de son imaginaire chez Tardi, et là je prends sa dernière œuvre, donc Putain de guerre, d'ailleurs le nom est révélateur, hein, Putain de guerre, hein. On a la rage qui l'habite qui est déjà traduite dans le titre. Dans cette image-là, en fait, ce qui l'a intéressé, et c'est dans la progression et la mise en relation des vignettes que je vous propose ici, c'est-à-dire qu'au début, en 14, il a fait une guerre en couleur, et petit à petit, plus on s'enlise, on s'enfonce dans la guerre, plus la couleur va disparaître dans Putain de guerre. Pourquoi la couleur ici? C'est bien sûr à cause du pantalon rouge Garance hein, des soldats français qui en faisaient des cibles parfaites pour les Allemands. Donc là, c'est lui qui passe la couleur ou il a une coloration? c'est lui, il fait tout. Il fait tout. Par contre, en amont, le texte, c'est Jean-Pierre Vernet, le texte des événements, la chronologie des événements, c'est Jean-Pierre Vernet qui lui l'a fourni. Ensuite, Tardi va prendre ce qui l'intéresse. Il envoie à Jean-Pierre Vernet le texte. Jean-Pierre Vernet valide. Et ensuite, il travaille sur son dessin. Et je les ai vus travailler. Hein. Jean-Pierre Vernet est à côté de lui. Et il discute. Il dit, alors là, tu crois que le fusil, je le fais comme ça? Est-ce que tu penses que c'est comme ci? Il dit, ah non, là, on va le faire comme ça. Donc, il rectifie son dessin pratiquement à l'instantané. Et voilà, donc là, on arrive en 17 et les soldats sont dans les tons grisonnants. Alors, voilà, dernier régime d'historicité, c'est cette mise à distance, cette mémoire ressaisie, hein, j'emprunte les mots de Pierre Nora ici, de 14-18. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable idéologie qui va transparaître dans l'œuvre de Tardi. Elle va s'inspirer notamment des œuvres artistiques de la période d'après-guerre. Et ce qui est le plus révélateur ici, donc je vous demande juste de regarder un petit peu le détail de cette photographie, et là tout est conditionné, tout est réfléchi chez Tardi, c'est-à-dire que pour appuyer sur la gâchette du fusil, il faut que le soldat soit déchaussé, parce qu'il ne peut pas le faire avec la botte, donc il faut que voilà, le pied soit nu. Et là on a un autodix, une eau-forte d'autodix, qui représente aussi un personnage dans une position un petit peu similaire, avec le pied également nu. Et voilà, donc il y a une véritable inspiration de Tardi dans des œuvres de référence de peintres ou d'artistes de l'entre-deux-guerres qui sont profondément pacifistes et en tout cas qui véhiculent un message. Déjà, voilà, c'était la der des der, hein, 14-18. Donc
Après, voilà, on retrouve ça chez Tardy. De même, ces cratères un petit peu lunaires, c'est la mise en scène d'une eau forte d'Autodix. Là, c'est revendiqué chez Tardy. Parfois, en discutant avec lui, il y a des références artistiques qu'il ne revendique pas. Moi, je lui ai suggéré à un moment je ne sais pas si vous avez bien en tête, c'était la guerre des tranchées, mais il y a une scène d'assaut qui est très cinématographique, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et moi, je voyais une référence vraiment pratiquement littérale à une séquence des Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. En discutant avec Tardy, et d'ailleurs quand on regarde à la fin de C'était la guerre des tranchées, Tardy a dressé une bibliographie, une filmographie. Et Les Sentiers de la Gloire fait partie de la filmographie qu'il a dressée. Et en discutant avec lui, donc c'est-à-dire 15 ans après, il me dit non, Les Sentiers de la Gloire, je ne l'ai pas utilisé, c'est un film de fiction, c'est pas intéressant, c'est pas très crédible. Non, moi j'utilise des documentaires, c'est Léon Poirier, Verdun, Vision d'Histoire, etc. Donc avec la distance aussi, je pense qu'il y a certaines sources qu'il ne revendique plus. Là, c'est pareil, donc un personnage qui est mis en scène dans C'était la guerre des tranchées, qui est voilà aussi une référence en connexion avec Autodix. De même, dans un autre album qui s'appelle Charlot Soldat, c'est un film de 1918, où là la référence est assumée, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai mis quelques petites... Donc là, c'est des morceaux du film des Sentiers de la Gloire que j'ai essayé de mettre en perspective dans l'œuvre tardienne. Bon, après, plus ou moins assumé, je vous le disais. Autre chose qui est intéressante, c'est que Tardy a une grande difficulté à dessiner des personnages différents. Souvent, son personnage, son poilu, c'est toujours le même. Et il avait un petit peu de mal à varier. Donc il s'est dit, voilà, dès que j'ai un copain qui arrive à la maison, je vais lui dire de remettre son casque sur la tête et on va le prendre en photo. Voilà, donc de face, de profil. Donc là, j'ai quelques Polaroids, donc c'était dans les années 90. On peut voir, alors ici, là, alors je les connais pas tous, mais là c'est Jean-Pierre Vernet. Je sais qu'il y a Bilal qui est pris en photo. Il y a voilà, un certain nombre de... Et on peut retrouver les trognes de ces personnages dans l'album sans problème, de face ou de profil d'ailleurs. Alors, dernier élément, c'est le parti pris de Tardy, c'est-à-dire que Tardy, dans le débat historiographique, il prend position. Il prend position. Le débat historiographique qui alimente les historiens, donc voilà, en quelques mots, en France, parce qu'il est assez virulent, c'est d'un côté, il y a l'école de Péronne, donc de l'historial, qui, je caricature un peu, mais pour que vous ayez un petit peu les éléments, qui dit que voilà, si les poilus se sont battus, ils ont consenti au sacrifice, ils voulaient défendre la patrie, il y avait une culture de guerre, etc. Pour Tardy, lui, c'est pas du tout ce qu'il a adopté, c'est plutôt l'école de Craonne, donc avec des personnages comme Rémi Calazal de Toulouse ou Rousseau de Montpellier, où là, le poilu est plutôt une victime. Plutôt une victime, il est contraint. Il est contraint, et il s'est battu contraint parce que la peur du gendarme, etc., et la peur d'être fusillé. Donc Tardy va souvent mettre en scène des moments comme ça de désertion, voilà. Dernière image, et ça c'est pour l'anecdote, pour en finir là sur cette partie, une image un peu choc. Et d'ailleurs, elle a fait remous cette image parce qu'au début, il voulait qu'on la mette pour l'affiche de l'exposition. Le directeur de l'Historial n'était pas très partant, on va dire, donc on a trouvé une image qui était beaucoup plus conventionnelle. Mais voilà, on a là toute sa haine, tout son parti pris qui est aussi véhiculé. On voit bien le détournement des symboles patriotiques, dont je vous expliquais tout à l'heure les tenants et les aboutissants. Vous avez la carte de France ici, vous avez le soldat qui est complètement éventré, les intestins à l'air, et puis il dit vivement l'armistice. Donc voilà, on est vraiment dans une position de Christie. Oui, en plus. Donc voilà. Donc je pense que pour étudier l'œuvre de Tardy dans les classes, il faut avoir connaissance quand même de certains nombres d'éléments, ceux que je vous ai présentés, pour justement en tirer l'essence et pouvoir la décrypter de la meilleure façon possible avec les élèves. Alors, après, je peux vous proposer aussi un petit cadrage méthodologique donc qui peut s'appliquer à n'importe quelle utilisation de la bande dessinée, c'est-à-dire comment lire, comment analyser la BD en classe,
Et bon, très rapidement, parce que c'est surtout la dernière partie qui va m'intéresser. Donc il y a 4 occurrences possibles, 4 niveaux possibles d'analyse de l'objet BD. Et donc 4 points de vue qui vont sédimenter une utilisation pédagogique de la BD, si vous voulez. Alors la première chose, c'est la vignette. Donc c'est une image isolée. D'ailleurs, on la trouve souvent dans beaucoup de manuels scolaires. On trouve des voilà. Alors cette image isolée, elle a souvent une fonction d'appât, l'idée de concrétisation un petit peu qui se dégage de ça. Mais ça pose un problème, l'utilisation de cette image isolée. C'est-à-dire qu'on a la perte de l'essence de ce qu'est la bande dessinée, c'est-à-dire une narration aussi. Même si une image peut être narrative, il existe quelques images narratives. Je pense à des images de Tintin, par exemple, dans Le Crabe aux pinces d'or, où on voit le bédouin là, qui est allongé, accroupi, puis après qui court en train de... Donc là, il y a vraiment une petite narration qui est utilisée. Donc voilà. En plus, cette image, elle est souvent décontextualisée de son ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu délicat de l'utiliser. La parade, éventuellement, si on peut en annoncer une, c'est que elle ne doit pas seulement donner à voir, à exprimer la réalité d'une période passée, cette image, mais elle doit susciter une mise en relation. Et c'est pour ça que mon travail sur les sources historiques, sur la généalogie de l'image, peut montrer à l'élève que elle se forge de manière complexe cette image et que on peut la nourrir avec d'autres références. La deuxième occurrence, c'est bien sûr la bande ou la planche, donc là où l'unité narrative est importante. Et on peut inciter ici sur la bande dessinée comme un art invisible. C'est ce que Scott McClough dit, la bande dessinée, l'art invisible. C'est-à-dire, on va étudier cet espace entre les cases, cet espace intericonique. Et dans certaines scènes de C'était la guerre des tranchées, on voit le soldat qui brandit sa massue. Et puis finalement, après, on voit le soldat mort à côté. Et le geste de la massue qui enfonce le crâne, on ne le voit pas. Il est dans cet espace intericonique. Et finalement, l'élève, il s'identifie ou il s'approprie, en tout cas il fait le geste de l'assassin, il devient lui-même assassin finalement quelque part dans la narration de cette histoire. Voilà, donc troisième, quatrième, c'était la bande ou la planche. On peut regrouper aussi quelques planches, ces 3 planches qui racontent l'histoire de son grand-père, elles peuvent être analysées comme un tout qui peut être intéressant. Bien sûr, l'objet qui est le plus intéressant, mais là, en termes pédagogiques, ça demande vraiment du temps, c'est l'album dans son intégralité. Mais là, donc c'est un projet qui peut se faire, et je l'ai fait, moi, sur une année entière. C'est un petit peu lourd, mais je pense que ça vaut le coup parfois. Et qu'on soit au collège ou au lycée, il y a des entrées possibles avec l'histoire des arts qui sont tout à fait passionnantes. Je vais vous faire une proposition tout à l'heure. Donc, la BD s'inscrit là, si on utilise l'album, dans une double perspective, dans la perspective de l'histoire artistique du 9e art, mais aussi plus largement des connexions qu'on peut en faire avec d'autres œuvres artistiques. Et puis, elle s'inscrit, Joël, je pense que tu es bien placé je pense que tu en parleras demain, dans une histoire culturelle, une histoire sociale des représentations. Ce qui fait que là, on peut réfléchir sur la mémoire de la Première Guerre mondiale, comment on construit une mémoire de la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, il y a une autre chose qui peut être intéressante, c'est d'étudier un large corpus de bande dessinée et de montrer qu'il y a des façons de faire qui sont différentes d'un auteur à l'autre ou d'un contexte historique à l'autre. C'est-à-dire que si je prends Bécassine ou Les Pieds nickelés, c'est pas du tout le même registre que Tardi. Bécassine ou Les Pieds nickelés, c'est dans le contexte de 14-18, c'est une œuvre de propagande idéologique. Généralement, la souffrance ou la mort est plutôt aseptisée. On voit très peu de morts ou de soldats qui sont blessés. L'ennemi est détourné de façon ridicule. L'allemand est souvent ridicule. Or, dans l'œuvre tardienne, l'ennemi il disparaît complètement finalement. Il est plus personnifié comme l'allemand. Ce qui intéresse Tardy, c'est pas de faire la guerre aux Boches, c'est de faire la guerre à la guerre. Voilà, donc là, il y a un positionnement intéressant. Et cette lecture diachronique, elle peut se faire aussi à travers différentes bibliographies de bande dessinée, à savoir, on peut travailler sur des comics, voir comment ils ont étudié le conflit, enfin les anglo-saxons. Et dans le catalogue de l'exposition de Péronne, il y a aussi un collègue, donc les comics, c'était toi qui avais fait un article dessus, c'était intéressant, et un collègue allemand aussi qui avait fait un travail sur la bande dessinée allemande, comment les Allemands se représentent 14-18. Alors, pour terminer, j'essaye de synthétiser au maximum, donc ça sera peut-être plus pratique, je vais vous distribuer ça.
Alors, ça fait un peu le prof qui distribue à ses élèves. Hein, Mais voilà, c'est les propositions, les axes pédagogiques. Ouais, voilà, faites passer. Je sais pas si vous voulez suivre. Alors, quelques perspectives dans les classes. En fait, sur ce que je vous propose, le tableau que je vous propose ici, c'est un petit peu un résumé de la publication que j'ai faite. Vous avez des études de cas qui sont un petit peu plus détaillées. Alors, je ne veux pas la vendre à tout prix, loin de là, moi je ne suis pas du tout là-dedans. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs entrées possibles. Et j'ai essayé de voir aussi par rapport... je sais que le public n'est pas seulement un public d'historiens. On peut avoir une entrée quand on est prof d'art plastique, quand on est prof de lettres, prof d'histoire. Et on peut croiser aussi toutes ces données-là pour voir comment se construit cette représentation de la guerre chez Tardy. Donc voilà, 3 entrées en tant qu'œuvre artistique et plutôt une entrée d'ordre esthétique, une entrée plus particulièrement historique et une entrée mémorielle. L'idée, l'axe principal, c'était de montrer la visibilité et la lisibilité de la Grande Guerre auprès d'un public d'adolescents et de fait montrer aux élèves en quoi cette BD elle va contribuer, je parle donc de C'était la guerre des tranchées, à participer à la construction du champ discursif culturel de la mémoire de la Grande Guerre. Et tout ça finalement va converger dans le même sens. Donc dans l'approche artistique et esthétique, voilà, il y a plusieurs possibilités qui peuvent être mises en avant, donc qui peuvent mettre en scène, enfin en tout cas on peut utiliser le code, le vocabulaire de la bande dessinée largement avec les élèves, et voir les possibilités d'hypertextualité qui peut y avoir dans l'œuvre de Tardy. Voilà, je proposais moi dans ce travail 2 études de cas qui étaient possibles. Une étude de cas sur, par exemple, une scène d'assaut dans C'était la guerre des tranchées pour voir comment Tardy mettait en scène une vision cinématographique du danger. Cette scène d'assaut un petit peu inspirée à la Stanley Kubrick des Sentiers de la Gloire. À un moment, vous avez un soldat, il y a le sang qui gicle de sa tête, mais c'est comme un ralenti cinématographique. Ce format de bande en cinémascope, donc voilà, il y a plein de choses à évoquer avec les élèves. Vous pouvez avoir aussi dans cette approche artistique et esthétique des entrées transversales et thématiques par petits groupes de travail. Alors dans mon travail, j'avais distingué 5 groupes. Alors je peux vous donner quelques éléments. Donc le premier groupe, par exemple, pouvait réfléchir sur comment illustrer l'industrialisation de la mort, comment illustrer une guerre moderne. Un deuxième groupe qui pouvait réfléchir sur illustrer une guerre totale, ou comment montrer l'engagement total des sociétés dans le conflit mondial, à la fois au front et à l'arrière, mais aussi de toutes les nationalités. On voit chez Tardy des tirailleurs sénégalais, on voit des Anglais dans les tranchées, etc. Un autre groupe qui pouvait réfléchir à la façon d'illustrer une guerre mondiale, comment le conflit s'étend au monde, avec l'arrivée des Américains. Illustrer aussi l'humanité broyée par la guerre. Est-ce qu'il y a-t-il des limites avec comme des petits enjeux scientifiques à chaque fois, comme des questions, y a-t-il des limites visuelles à la monstration de la souffrance chez Tardy, ou est-ce qu'il va montrer la souffrance sans concession ? Voilà, à quel moment il va la mettre plus en avant, des fois il va voir quand même un petit peu de pudeur à certains moments. Voilà comment il la met en scène. Mais aussi le décorum, les ruines, les destructions, les traces. Est-ce que c'est un décorum de carton-pâte, par exemple? Donc voilà, des petits groupes de travail, et puis après on fait une mise en commun, et finalement on a un panel, un ensemble qui peut retranscrire le premier conflit mondial dans toutes ses dimensions. Une entrée historique, j'essaye d'aller vite en même temps et d'être concis, une entrée historique avec des études transversales qui pouvaient être appréhendées. Donc l'idée c'était de repérer la coloration historique, comment Tardy va traduire le plus fidèlement possible cette ambiance de 14-18. Alors bien sûr c'est son ambiance, mais comment va-t-il faire? Alors toute cette documentation historique, comment il met en scène les temporalités, les échelles, les lieux, les paysages, la chronologie. Les échelles dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire généralement, et c'est le cas dans toutes les bandes dessinées, on se focalise sur le nord de la France. Et après, on va se focaliser sur les tranchées.
parce que voilà, c'est ce qui va intéresser le plus. Et la plupart du temps, c'est voilà, ça se découpe à l'arrière, dans les tranchées, le no man's land. Donc voilà, c'est un petit peu toute cette imbrication-là. Et puis, on peut étudier, faire des études de cas aussi. Alors, par exemple, relever l'univers quotidien du poilu dans la bande dessinée de Tardi, avec comme entrée, par exemple, l'eau. L'enfer, c'est l'eau. Alors la boue, voilà, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui est un mort chez Tardi, il y a souvent une pluie, il y a un orage, il y a quelque chose qui se passe autour de l'eau. Et puis, ce qui est très intéressant, et là pour le prof de lettres aussi, c'est d'étudier des micro-histoires de personnages. Et notamment dans C'était la guerre des tranchées, il y a une micro-histoire qui est très intéressante, c'est celle du couple Bouvreuil, où on voit d'un côté le mari qui est au front, qui sculpte des obus, donc l'artisanat des tranchées, et la femme qui est à l'arrière, qui travaille dans les usines d'armement et qui, elle, fabrique des obus. Donc là, on a un montage parallèle, alterné, enfin, c'est intéressant de bien l'étudier et de montrer tous ces éléments. Autre entrée, et donc je pense qu'il ne faut pas quand même la négliger pour bien montrer qu'on est dans une reconstruction mémorielle, c'est l'entrée mémorielle, c'est cette mémoire ressaisie, c'est de dire que c'est un témoignage indirect, hein, c'est que Tardi cherche à dénoncer la guerre, hein, avant tout, et de montrer le contexte de l'élaboration de l'œuvre, le contexte de sa réception, et finalement de déceler les différents niveaux d'historicité. Alors ça, c'est peut-être plus à même au lycée hein, qu'au collège, mais ça me semble très important pour montrer ici qu'on a là la construction d'un discours sur la guerre. Le discours tardien de la guerre. Donc finalement, tout ça, cette approche esthétique, historique, mémorielle, ça se joint dans une représentation, et c'est pour ça que dans le petit document, j'ai bien souligné le de la Grande Guerre. Et voilà, quelques petits objectifs que je vous ai mis en scène. Pourquoi pas l'utiliser aussi au primaire, au collège ou au lycée. Il y a différents degrés d'analyse, on peut rentrer dans l'œuvre à différents niveaux. Et finalement, même si c'est une mémoire de la Grande Guerre, si c'est une reconstruction mémorielle, elle permet quand même l'œuvre de Tardi de concrétiser et de montrer à un adolescent qui, ça fait quand même 90 ans qu'il y a eu le conflit, qui se rend pas bien compte de ce qui se passait dans les tranchées. Donc il y a l'idée d'être peut-être au plus proche de la réalité, même si c'est pas tout à fait la réalité. Donc voilà, deux pistes en conclusion hein, qui peuvent émerger et qu'il ne faut pas perdre de vue. La bande dessinée, C'était la guerre des tranchées, permet de donner à voir, d'exprimer la réalité d'une période passée. Donc elle permet de redonner vie à l'histoire, de redonner chair, hein, d'incarner un petit peu l'histoire. Donc ça, c'est intéressant. Et puis l'autre axe, c'est la bande dessinée comme objet d'une histoire culturelle, une histoire sociale des représentations, hein, au sens où Pascal Horry le décrit. C'est-à-dire que la BD, elle se présente pas comme un discours d'historien. Elle est très explicitement, hein, dès lors que l'on prend pour objet une période passée, une forme artistique privilégiée de l'expression de la mémoire. Et même si Tardi a accompli un véritable travail de titan au niveau de sa documentation, à partir d'archives, de photographies, etc., son propos n'est jamais neutre. Ça, j'insiste vraiment, hein, vous l'avez bien compris. C'est un point de vue sur ce qui s'est passé. Voilà, je pense que je m'arrête là. J'ai essayé d'être le plus concis possible et de vous donner quelques pistes. Après, si vous voulez plus de détails, je peux vous renvoyer à cette petite publication qui est modeste, mais qui permet de rentrer dans une œuvre et d'essayer de toucher un petit peu à toutes les dimensions de ce que ça peut apporter, à la fois quand on a l'album, mais à la fois aussi au contact de l'artiste finalement, puisque j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer Jacques Tardi. Voilà, merci.